La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 32. Eridan. Le repas commence à se faire long, mais je bois les paroles des trois ondines comme un gamin qui écoute les contes de fées de sa grand-mère ou les histoires extraordinaires que les bardes chantent dans les auberges. Ces trois femmes de l'eau sont remarquables, bien que Lilou soit quand même au-dessus du lot. La rôdeuse des aurores connaît tellement de choses. Les grottes de Kalt, les tribus de Bédouins, le grand désert, les ruines de Kraz, la banquise de Blanche ou les royaumes souterrains. Elle semble avoir visité le monde entier. Ses yeux pétillent à chacune des anecdotes qu'elle échange avec ses cousines de la mer, visiblement ravies, mais elle parle tellement que son assiette ne se vide pas. Pourtant, la bavette de taureau est exquise et fond en bouche. Mon regard se pose sur la mage Séraphin. Plutôt discrète, elle ne prend pas beaucoup la parole, et lorsque c'est le cas, c'est seulement pour répondre courtoisement à l'une des deux mercenaires. Je la sens sur la défensive ce soir. Difficile de lire sur son visage d'ange ses émotions, mais je suppose qu'elle veut juste laisser Lilou profiter du repas avec ses consoeurs. Les ondines sont très rares dans les terres maintenant. Il est donc normal que notre rôdeuse soit si excitée par ce tête-à-tête. Mes prunelles dérivent ensuite sur les deux mercenaires. Leur réputation les précède. Mais elles ont beaucoup voyagé, et je pense qu'elles soutiennent largement la comparaison avec Lilou. Je les avais aperçues jadis, de loin, sur un champ de bataille. Deux silhouettes identiques et foudroyantes au milieu du chaos, mais jamais face à face. Les ondines sont mignonnes. C'est une constante que j'ai pu observer au fil des années. Un peuple fait pour séduire, dirait-on. Sauf que ce soir, avec ces trois-là réunis autour d'une même table, le mot me paraît bien suffisant. Je reviens machinalement sur Lilou. La première fois que je l'ai vue, elle ne m'a pas remarqué. C'était dans un couloir de la guilde, au début de l'été, quelques jours avant son départ pour le Fort Noir. Elle marchait vite, la tête légèrement baissée, son arc dans le dos, absorbée par je ne sais quelle pensée. Elle a frôlé mon épaule sans lever les yeux, a murmuré une vague excuse dans ma direction, et a disparu au détour du corridor, comme si je n'existais pas. 3 secondes, peut-être 4. Je suis resté là, immobile, ma candidature à la main, à regarder l'endroit où elle se trouvait encore un instant auparavant. À cet instant, j'ai su que c'était elle que... Je ravale cette pensée avant qu'elle n'aille plus loin. Ensuite, j'ai fait ce que j'avais à faire. Les semaines qui ont suivi, je les ai passées à me rendre utile. Escorte, patrouille, une embuscade déjouée à 2 lieues de la ville, un convoi de marchands à ramener sains et saufs depuis les lisières de la Sapine. Rien de glorieux, mais suffisant pour que Vindicael commence à poser les yeux sur moi, autrement que sur un nouveau venu de plus. Il ne sait rien de mes raisons d'être ici, et je n'ai pas cherché à les lui expliquer. Il m'a juste observé faire, pendant 1 mois, peut-être 2, je ne m'en souviens plus. Le temps à Lilou d'accomplir sa reconnaissance au Fort Noir, et que je prouve ce que je valais. Et un soir, le maître m'a convoqué, et m'a dit que sa fille allait avoir besoin d'un guerrier pour la prochaine mission. Je ne lui ai pas montré que j'attendais exactement ces mots-là depuis le début. Je suis resté de marbre, et professionnel. Les termes, c'était mon idée. Je savais que Lilou y allait ce soir-là. Je m'étais dit que c'était une occasion raisonnable de briser la glace avant le départ. Informel, neutre, une simple conversation. J'avais même préparé quelque chose à dire, ce qui en soi aurait dû m'alerter. Ses yeux mauves ont croisé les miens dans la brume, et tout ce que j'avais projeté s'est évaporé d'un coup. Je n'ai pas su retenir mon acquis. Je ne l'ai pas décidé non plus. C'est là le plus difficile à admettre. Il s'est juste lâché. Comme une bride qu'on dessert sans y penser, par habitude de ne jamais en avoir besoin. Elle était figée, paralysée. Et moi, je savais exactement ce qu'il se passait, et je n'ai rien fait pour y remédier. J'ai souri, j'ai parlé, j'ai regardé, et quand elle a fui, j'ai murmuré dans son dos des mots que je n'aurais pas pu dire, parce que la honte cherche toujours une sortie qui ressemble à l'indifférence. Je serre les dents et baisse les yeux sur mon assiette maintenant vide.
Mon destin n'est pas d'être avec elle. Je le sais. Lilou est une perle que je ne peux avoir. Un trésor défendu. Je suis là pour la protéger. Au péril de ma vie s'il le faut. Vindicael compte sur moi. Elle compte sur moi. Et je n'échouerai pas. Alors que j'entame mon dessert qui vient de m'être servi, une tarte aux pommes et aux prunes légèrement caramélisées, j'aperçois Okami qui semble tout à coup angoissée sur sa chaise. Elle balaie la foule de ses yeux perçants, comme si elle s'attendait au pire. Un instant plus tard, elle se lève précipitamment, salue la tablée courtoisement et disparaît à grande enjambée dans la taverne. Les Ondines, manifestement absorbées par leurs propres histoires, ne relèvent même pas la tête en lui souhaitant bonne nuit. Étonné, je reste quelques minutes à observer autour de moi et, hormis un groupe de séraphins, des soldats visiblement originaires de Pique-Neige, un des 5 royaumes du confin, si j'en crois leur héraldique et leur démarche, rien ne me paraît très suspect. Ces 3 individus ont l'air, quant à eux, d'être à la recherche de quelqu'un. D'un regard furteur, ils sondent toutes les tables et tous les passants qu'ils croisent. Mes iris se posent alors machinalement vers l'auberge et j'entreaperçois à l'espace d'une seconde le visage d'Okami qui épie la rue, derrière une fenêtre. Mon sang ne fait qu'un tour. Partin, c'est Okami qu'il cherche. Je demeure stoïque sur ma chaise et termine de manger le plus naturellement du monde, bien que mes yeux ne décrochent pas des gardes-oiseaux qui maintenant s'éloignent. Apparemment, ils ne l'ont pas vu. Tant mieux. Le repas fut un réel plaisir, mesdames. Je vais vous laisser entre femmes et m'en aller me coucher. Bonne soirée. Je me lève de table et me dirige à mon tour vers l'établissement. Lilou et ses nouvelles amies me saluent d'un signe de tête avant de replonger dans la description de leur itinéraire qui les conduirait à Cyrène. Lorsque j'entre, je trouve Okami, contre le mur, essoufflé et visiblement en proie à un début de panique. Encyclopédie des savoirs anciens. Cyrène, le joyau disparu des Ondines. Cyrène fut le premier bastion ondine bâti sur Thurem, et il servit de base d'opération pour coloniser l'ensemble de la vallée bleue des siècles durant. Il serait difficile de surestimer l'importance de cette cité dans l'histoire des femmes de la mer. Sans elle, il est probable que la vallée bleue tout entière ne serait restée qu'une bande de terre sauvage et inexplorée. La vallée bleue était, dans cette lointaine période, une étendue aux larges rivières de sel coulant paisiblement à travers des plaines sans fin, selon le barde Sopra Babafis. Région située sous le niveau de la mer, elle était protégée de l'océan par la chaîne de montagnes des mâchoires de fer, qui tenait son nom à cause des immenses mines qui s'y trouvaient. La vallée était flanquée entre les pics déchiquetés à l'ouest, les collines bleues à l'est, les montagnes aux dragons au nord, et les jungles d'Azami au sud. Une géographie qui, à elle seule, en faisait une forteresse naturelle d'une remarquable valeur stratégique. Les Ondines arrivèrent dans la vallée bleue dans les années 150 AC. Elles y érigèrent le port fortifié de Cyrène, au milieu des mâchoires de fer, sur les falaises de Niagara. Elles baignaient d'un côté dans l'océan, et de l'autre dans la combe en elle-même, sans mettre en contrebas. Les 2 parties de l'agglomération étaient reliées entre elles par un gigantesque système d'écluses, qui permettait de descendre ou de monter des bateaux en une journée à peine. Les techniques de construction des Ondines d'antan surpassaient largement les ouvrages de pierre de leurs voisins Goliath ou Phénix, et Cyrène fut longtemps considérée comme l'un des plus beaux joyaux architecturaux de Thurem. Rapidement, cette citadelle magnifique devint l'une des plus grandes cités du continent. Les débarcadères de Cyrène pouvaient accueillir des milliers de navires, et chaque jour, des centaines d'entre eux gravissaient les écluses pour s'aventurer sur le fleuve d'argent ou reprendre la mer. Il est difficile, depuis notre époque, d'imaginer une telle effervescence, là où ne subsistent plus que des rocs battus par les flots. Car Cyrène disparut dans les eaux durant la chute.
entraînant avec elle les ondines de la vallée bleue. Ces ruines sont encore visibles à certains endroits, sur de petites îles rocheuses et dénuées d'herbe qui sont les restes des mâchoires de fer. Au fil des siècles, ces vestiges ont acquis une dimension sacrée aux yeux des femmes des eaux. Quelques raideurs affirment que l'on peut toujours y distinguer les traces de dents de cameaux gravées dans la pierre, allégation que je ne saurais ni confirmer ni infirmer, n'ayant pas fait le voyage par moi-même. Et nombre d'ondines y accomplissent un pèlerinage, au moins une fois dans leur vie, en mémoire de ce que la trahison du requin démon leur a coûté. Par Sir Darredon, maître du savoir de Massilia.